Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très particulière parce que on va davantage parler de ma vie perso, donc une vidéo qui est davantage orientée pour les abonnés. Alors en gros, grosso modo, je vais t'expliquer vraiment le meilleur, le pire de mes études lilloises et tu vas voir que c'est pas un long fleuve tranquille, j'ai des études qui sont un peu en montagne russe. Alors grosso modo, par où commencer, on va faire par le début tant qu'à faire. Moi je suis originaire du milieu agricole, du monde rural du Pas-de-Calais. Donc du coup j'étais scolarisé dans un lycée public donc dans le Pas-de-Calais. Les voisines du lycée c'était des vaches, donc il se passait pas grand chose. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Au niveau de mon profil, c'était un profil assez classique, j'étais en S, donc SSVT, SPSVT pour le bac. Au niveau des résultats, j'étais pas forcément, scolairement parlant, j'étais pas forcément le meilleur, il y avait quand même quelques machines de guerre devant moi. Mais par contre je pense que j'étais le plus ouvert parce que j'étais le mec qui a toujours aimé tout et n'importe quoi en fait. Même au niveau des options je me rappelle, j'aurais voulu tout prendre mais bon je pouvais pas parce que c'était pas possible, mais j'en ai quand même pris un max et comme ça en général ça pouvait pas rentrer en même temps dans mon emploi du temps, ce que je faisais c'est que je me divisais en deux en fait. Un coup je faisais une heure par-ci, un coup par-là, donc admettons j'allais en euros, quand je me lassais, j'allais en musique, tu vois, puis les profs ils me prenaient quand j'arrivais quoi. Donc voilà, après le bac, voilà quoi, c'est le bac. Sinon je suis arrivé sur l'île donc en été 2015, j'avais deux bonnes potes à moi qui étaient bien motivées aussi. J'en avais une d'elles qui avait eu plus de 20 au bac et voilà, ça nous a pas empêché à tous les trois de redoubler. Donc grosso modo moi je m'imagine quand tu vois, le premier jour de médecine, moi j'étais en mode ouais je vais être médecin, et en fait non, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était la merde assez vite en fait. Et du coup, comment on peut résumer la PACES? On était 3195, j'ai fini 800 et quelques de la première année, donc tu vois ça reste honorable, mais c'était pas suffisant parce que nous notre numérus il était à 458. Donc du coup la deuxième année ce qui s'est passé c'est que j'étais dans le numérus au premier quad, j'étais 300 et des cacahuètes, mais j'en suis sorti au second quad. Grosso modo c'était le truc vraiment, le scénario imprévu, pas possible parce que c'était sur de l'embryologie que voilà, j'ai chuté lors de l'épreuve. Alors c'était vraiment la matière que je misais pour avoir tous les points parce qu'au concours blanc j'avais toujours des super bons résultats et là je sais pas, j'ai paniqué, enfin il restait 5 minutes, il me restait encore la moitié des questions à faire, donc j'ai coché comme ça, et puis voilà, le fait est que un item ça suffit à te faire descendre X places, donc du coup je me suis retrouvé sur la liste d'attente, et puis voilà, je pense que j'ai eu le pire scénario, vraiment que le numérus se ferme juste avant moi quoi. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'avais le mort, heureusement pour une fois j'avais écouté ma mère, elle m'avait dit Charles, elle me connaît, elle sait très bien qu'il m'arrive toujours tout et n'importe quoi. Donc j'avais pris pharma, elle m'avait dit on sait jamais, s'il y a un scénario catastrophe qui arrive, prends pharma. Donc je m'étais pointé au concours pharma, je n'avais rien révisé, je regardais un peu les autres, je me disais c'est quand que ça se termine. Et ouais, grosso modo je faisais les QCM, je remplissais pour dire de remplir quoi. Mais si j'étais pris en pharma c'est parce que j'étais bien placé dans le tronc commun. L'aspect, je te dis, je savais pas ce qu'on me posait comme question. Donc du coup, comment ça s'est passé? Pendant tout l'été, j'ai eu le mort parce que forcément je voulais faire médecin depuis mes 10 ans peut-être. Tout le monde le savait, même c'était un peu le choc pour tout le monde. Et du coup, comme j'avais encore mon cerveau un peu en éponge, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des cours d'été à la fac de droit pour un peu noyer mon chagrin on va dire, ça m'occupait. J'ai fait quoi? Je suis parti en Italie pour un peu me prendre des vacances on va dire, mais après quand je suis revenu, forcément j'étais en deuxième année de pharma. Comme 80% des gens de ma promo, je tirais la tronche. Ça me représente pas parce que je suis quand même quelqu'un de positif, mais alors là j'avais vraiment le mort. Et je pensais qu'à une chose, c'était à la passerelle. Je savais très bien que au bout de 2 ans de pharma, tu pouvais retourner en médecine. C'est-à-dire que tu faisais deuxième année, troisième année de pharma, et après hop, tu passais à un oral.
et tu arrivais, si tu réussissais, mais il était très sélectif, il y a quasiment personne qui pouvait y accéder, tu pouvais revenir en deuxième année de médecine. Donc voilà, je suis parti en pharma en me disant bon prends Charles, prends sur toi. En plus c'était la deuxième année, donc franchement la deuxième année elle n'est pas du tout représentative de la pharmacie, hein, elle est on ne peut plus chiante. Donc ouais, grosso modo, le seul truc que je me rappelle c'est que j'en avais marre, j'avais fait 2 passes juste avant, 2 passes S. Donc ce que je voulais faire c'était un peu vivre ma vie, donc voilà, j'ai un peu rattrapé le temps perdu au niveau des soirées et du reste. Et puis bah voilà, en fait je me suis vite rendu compte que les études c'était pas du tout comme je pensais. Moi je pensais que c'était que en passe, que en première année où t'étais là comme ça en train d'écouter sagement ce qu'on te disait et tu parlais pas et tu devais juste ingurgiter. Sauf que bah, j'étais un peu déçu parce que finalement je me suis rendu compte que bah, je devais être passif pendant tout le reste de mes études. Et c'est pas du tout dans mon tempérament. Moi j'ai besoin de participer pour être actif, ce qui fait que assez vite je me dis bah merde on s'emmerde ici. Donc du coup bah, ce que j'ai fait c'est que bah, je me mettais dans différentes assos, enfin cette année là j'ai fait un peu tout et n'importe quoi je crois. Et bah, ce qui se passait en fait c'est que le matin en fait dès que je passais en bus à chaque fois je repassais devant la fac de médecine. Donc je me suis dit je vais revenir. Et bah, grosso modo au niveau des petits boulots, qu'est-ce que je faisais, c'était en deuxième année donc en fait on pouvait pas encore travailler en officine. Si tu travaillais à côté, tu travaillais à McDo, mais moi je voulais pas faire parce que ça m'écœurait de jeter de la bouffe comme ça à la poubelle. Tu pouvais faire caissier, mais moi ce que je me suis dit je vais fonder ma première entreprise on va dire. Donc en gros je me suis constitué ma petite clientèle et puis j'ai replongé dans les cours de français. Et puis bah, je faisais prof particulier de français, donc je me déplaçais un peu dans tout le canton pour faire de la préparation intensive pour le bac. Bah, c'était quelque chose qui me plaisait parce que moi j'aime encore bien la pédagogie et tout. Et du coup, bah, pendant les vacances, je faisais le BAFA, donc je faisais colo, centre de loisirs, etc. Après la deuxième année, c'est passé quoi d'autre? Ouais, j'ai eu ma période aussi où je me suis dit je vais faire écrivain. Donc je participais à plusieurs concours de nouvelles un peu en France. J'en ai remporté qu'un seul le concours, mais c'était marrant sur le coup. Après, il y a eu quoi? Après, bah, c'est à peu près tout pour la 2A en fait. Hein. Ouais, en fait c'était l'année où j'étais pas du tout dedans en fait. C'était peut-être quelques semaines, 3 semaines peut-être avant les partiels que je me suis réveillé, que je me suis dit bon Charles faut quand même ouvrir les cours. Heureusement pour moi j'avais quand même conservé, tu vois, j'avais réussi à conserver un peu le mode PACES, tu vois, c'était un peu comme une touche que t'enclenchais, tu dis bon allez Charles tu te fais violence et puis maintenant tu bosses, tu fais que ça, et tu t'enfermes dans ta bulle. Donc voilà, c'est comme ça que je faisais, alors c'était... Niveau des partiels, ouais, à chaque fois je me disais ouais je suis au bout de ma vie, mais en fait t'es toujours plus à chaque fois au bout de ta vie. Donc au début de tes études, bon voilà, être dans la merde c'est la fin du monde, c'est un gros problème. Bon voilà, après être dans la merde en 4ème année c'est un fait, tu vois, c'est bon alors on fait avec. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, c'est bon, j'ai validé mes examens, ça a été les vacances. Comme j'étais un peu sur tous les fronts, j'avais besoin de souffler, donc je suis parti en Thaïlande. J'ai coupé mon portable, franchement ça m'a fait un bon break. En plus les Thaïlandais ils ont pas du tout le même mindset que nous, ils sont beaucoup plus calmes, plus souriants, ils sont purs par rapport à nous tu vois. Donc bah, ça m'a fait un bon bol d'air, je suis revenu, je suis arrivé en 3 zones, là les cours étaient beaucoup plus intéressants. Donc je me suis dit merde, finalement la pharma c'est quand même, ça reste sympa. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai fait un N1, donc ce qu'on appelle un Master 1, c'est grosso modo bah, une formation supplémentaire que tu peux faire à côté de tes études, te spécialiser dans un autre truc. Donc grosso modo bah, j'avais ma semaine, bah, j'étais toujours en fac de pharma, sauf le jeudi où j'allais en fac de médecine en Riva-Rambourg, là où j'ai passé ma PACES. Alors, bah, comment j'ai fait? J'ai fait un petit peu la méthode Charlot, j'ai fait l'anguille, et puis bah, j'ai réussi à intégrer la formation, j'étais le seul pharma, et puis à côté de moi il y avait 17 3ème année de médecine, très sympa aussi. Et bah, en fait j'étais avec le professeur Drizenko et le professeur Eke, et c'était
pas de la tarte, on transcrivait des manuscrits moyenâgeux en latin, et puis des traités médicaux antiques, mais du coup en grec. Et à côté de ça, il y avait le professeur Drezenko qui avait... c'était très bien, en fait ça changeait des cours habituels parce que c'était enfin de l'interaction. Alors ça faisait bizarre de le voir en vrai, moi j'étais choqué hein, les premiers jours. Et être aussi proche alors que j'avais passé ma première année à le voir toujours en amphi de très très loin, ou bien en truc radiodiffusé quoi. Et là, bah, en fait, on parlait un peu de tout, de la santé, de l'évolution, il nous repoussait dans nos retranchements, il nous faisait travailler notre répartie, tu vois. On était tout autour d'une grande table ovale. Je me rappelle, il y avait une baie vitrée. En fait, on était tout en haut de la fac de médecine. Il n'y a personne souvent qui y va, mais c'est assez impressionnant. T'as une grande baie vitrée et tu vois tout, une vue panoramique du parc Cura Santé. C'est pas mal du tout. Et puis bah il y a eu quoi bah après en fait les mois sont passés les uns après les autres et autant au niveau de la passerelle, voilà, au niveau du début de la 2A c'était quelque chose qui me paraissait interminable, je me disais allez il faut que je reparte. Autant là franchement le truc de passerelle il est arrivé assez vite. Et ce qui s'est passé c'est que évidemment comme prévu j'avais monté mon dossier, j'avais rencontré des personnes qui avaient déjà fait la passerelle. Et puis, bah, j'ai eu la chance, il n'y avait pas que moi dans ma promo qui m'était présenté à cette passerelle, mais j'étais le seul à être accepté. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que c'était un moment de ma vie qui était très particulier et j'ai remis en question le choix de la passerelle un peu au dernier moment. En fait, faut te dire que bah, j'avais revu un peu les gens que je côtoyais en PACES. Donc là ils étaient arrivés en mètre 3, ils étaient forcément moins souriants, un peu plus blasés, plus tristounes. Je me suis dit merde, ils ont pris un sacré coup. Et puis après à côté de ça, il y avait d'autres choses qui me titillaient un peu. C'était par exemple, je suivais sur les réseaux, c'était Vite Carabin et ça se dit médecin. Donc c'est des mecs qui ont tendance un peu à dénoncer tous les abus dans les études médicales d'aujourd'hui. C'est des choses qui ont toujours existé, mais ça se savait pas forcément avant, ou bien on en parlait moins. Et du coup, ouais, je me suis dit merde, c'est peut-être pas Charlous que tu pensais. Alors, grosso modo, le problème c'est que tu peux pas renoncer comme ça à ton rêve de gosse, tu vois, c'est un truc, je te dis, je voulais faire médecin depuis mes 10 ans, donc c'était assez dur, et sachant que en pharma, moi je savais pas du tout ce qu'on pouvait faire. Il y avait personne qui me le disait, dès que je posais des questions, j'avais il y a plein de débouchés, donc bon, ça me faisait une belle jambe, on va dire. Et puis, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ouais, en fait, si tu veux, à partir du moment où, à certains moments de ta vie, tu peux être perdu, c'est toujours une rencontre. C'est ça qui est toujours la même chose. T'as toujours une rencontre, une personne qui va rentrer dans ta vie et qui va complètement changer les choses, ton destin. Et moi, en l'occurrence, c'était un mec qui était grave cool, franchement, un super mec, un gars en or, il s'appelait Ambroise. Et donc je l'ai vu débarquer un coup à la fac, il présentait un peu son speech, tout ça. Après, il y a eu le forum. Et c'est lui qui m'a un peu expliqué tout ce qu'on pouvait faire aussi en pharma. Et petit à petit, je me suis mis un peu à rencontrer. Donc je passais mes week-ends, mes semaines sur LinkedIn à démarcher d'anciens étudiants. Et quasiment la totalité des étudiants que je démarchais me répondaient. Et à chaque fois, c'était des heures et des heures au téléphone pour obtenir un max d'informations. Donc du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me plaisaient vraiment en pharma, des trucs que j'aurais jamais pensé. Et à côté de ça, bon bah voilà, en médecine, je sais pas, il y avait quelque chose qui, je dis merde, Charlou, ça commence à puer, tu vois, parce que je sentais que au niveau des effectifs, tu vois, c'était un peu la mode où on commençait déjà un peu dans les hôpitaux à tirer la tronche parce qu'il y avait de moins en moins de moyens. Les gens, ils étaient déjà à l'époque super consommateurs, ils te mettaient n'importe quel médecin en procès pour tout et n'importe quoi. Enfin, ça devenait vraiment c'était pas la médecine que, admettons, mon oncle généraliste qu'il avait connu, tu vois. Donc ouais, je me disais merde, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un monde qui commence à s'essouffler, puis je sentais qu'en pharma, merde, il y avait quand même des opportunités et des trucs que je connaissais pas encore et qui méritaient à ce qu'on s'y intéresse. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que
Ouais, bah en fait c'est ça. Bah j'ai été le seul qui était pris à cette passerelle et j'ai refusé finalement au dernier moment. Donc ça a été très très dur. Donc du coup voilà, imagine-toi que c'était la décision qui était la plus dure de ma vie à prendre, pour l'instant en tout cas. Et voilà, j'étais pendant des jours dans ma chambre, je me disais mais merde, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et je savais que plus ou moins ce qui pourrait m'attendre en médecine, mais en pharma, tu vois, je savais que j'étais dans un tunnel, mais voilà, j'avançais un peu à tâtons et je savais pas où la vie me mènerait. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de prendre le risque de rester en pharma. Et franchement, ma famille, personne n'a compris ma décision. Enfin, c'était l'incompréhension totale. On m'a dit, mais Charles, mais tu nous as saoulés pendant 2 ans pour nuit et jour, fallait retourner en médecine. Et là, maintenant que tu as l'opportunité qui vient à toi, tu n'en profites pas. Donc peut-être l'appel de la dernière chance, c'était mon oncle, bah, justement généraliste, qui m'appelle et qui me dit mais Charles, tu veux faire quoi typiquement en pharma. Et je me rappelle, je lui ai dit oui mais je sais, alors que bon, je savais plus ou moins on va dire. Et ouais, finalement c'est un choix que j'ai jamais regretté en fin de compte. Parce que voilà, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et puis, bah, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que bah, j'avais vu le film première année, je me suis dit, il y avait un pote qui lui aussi voulait vraiment retourner en médecine à la base, et on s'est mis en commun d'accord, et je lui ai dit, bah, je vais te donner ma place, un peu comme dans le film. Sauf que dans la réalité, c'est pas du tout ça, hein. Quand t'envoies un mail, on t'envoie balader, on te dit, bah non, c'est tout, vous perdez la place, vous perdez la place. Du coup, la place, bon bah, elle est partie je ne sais où, et bah, ce pote, bah pareil, du coup, il est resté en format. Pour l'anecdote, lui, finalement, il se plaît bien aussi en pharma. Hein. Il est pas malheureux, hein. Ça va. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, c'était une période de ma vie où, franchement, donc il y avait ça au niveau professionnel. Puis au niveau personnel, c'est vrai que je commençais un peu à m'épuiser, tu vois, parce que pendant des années, moi, j'étais quelqu'un qui est assez hyperactif à la base. Et le fait de jamais prendre de temps de repos, mon corps il me le faisait sentir un peu avec des symptômes assez spéciaux, mais du coup en général je m'écoutais pas, je continuais, je persistais, et ouais à un moment donné il y en avait marre quoi, puis même je sentais que ma vie tu vois elle commençait à stagner et j'aime pas du tout ça, moi j'ai besoin que ça avance, et du coup je sentais que je commençais un peu à je sais pas, en santé, quand tu rentres en santé, t'as l'impression d'être dans une roue de hamster, tu t'engages dans un truc et puis finalement, bah, tu fais ce qu'on te dit de faire, mais t'as pas de temps à toi pour te demander qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes. Tu te contentes simplement de faire ce qu'on te dit et je trouve ça dommage. Donc du coup, ouais, comme je sentais que ouais, j'avais besoin de changer d'horizon, partir complètement ailleurs, je me suis dit, je vais aller au bout du monde. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, je suis rentré chez mes parents, j'ai dit du brin, j'ai pris la tirelire, j'ai pris tout le fric en fait. Donc tout le salaire du BAFA, de l'écolo, les centres, de mes cours de prof particulier, tout, j'ai tout claqué dans un ticket Paris-Melbourne sur un coup de tête. Et puis bah, quelques semaines après, je m'embarquais pour l'Australie. Et là, franchement, bah, c'était les meilleurs mots de ma vie. Hein. J'ai vécu ma meilleure vie. Ça a été franchement, j'ai vécu des choses, mais j'aurais jamais pensé faire ça. Hein. On en parlera dans une autre playlist. Mais voilà, j'ai pu nager avec des dauphins, j'ai nourri des kangourous, j'ai caressé des koalas. J'ai fait quoi, je partais en trail, tout ça, il y avait des serpents qui passaient près des jambes, c'était très sauvage. Il y avait des crocodiles aussi, parce que quand tu remontes au nord, c'est très tropical. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des énormes araignées dans la maison, des fois quand tu te levais. Il y avait des lézards, et puis c'était cool quoi. Tu t'allais d'auberge de jeunesse, t'avais différents paysages, c'était immense, c'était merveilleux, enfin, franchement sauvage, incroyable. Un truc, une expérience, on en reparlera, mais je te la recommande à 100%. Et puis en plus, les Australiens ils ont un mindset, il est énorme. Enfin, je veux dire, t'as les Français ils sont là, les Américains sont là, les Australiens ils sont là, parce que ils ont. Y a rien qui les touche. En fait, ils se disent très bien. On peut mourir cet après-midi, que ce soit en glissant sur une savonnette dans notre douche ou d'une morsure de serpent, tu vois. Donc, ouais, grosso modo, tu vois, c'est vraiment en mode balèque mais total.
Du coup, ce qui se passe, c'est que bah, j'étais à Melbourne et en fait, je m'étais dit, je vais aller en Antarctique, comme ça, je vais vraiment compléter. J'aurais fait tous les continents. Moi, ça sera ma petite satisfaction personnelle. Et bah, j'ai loupé le bateau, je me suis fait un peu trop tard. De toute façon, on était arrivé dans la période polaire, donc même si j'étais parti, j'aurais rien vu. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai remonté vers le nord, j'ai fait Sydney, Brisbane et tout. Et bah, l'idée après c'était d'enchaîner comme ça, de repartir sur Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, parce que justement j'avais trouvé une nouvelle famille qui pouvait m'accueillir. En fait, ce que je faisais, c'était que bah, quand j'arrivais dans une grande ville, bah, je devenais au pair, et puis à chaque fois j'avais des missions différentes, avec des enfants différents, des familles différentes, des maisons différentes, mais de toute façon le but c'était vraiment d'être immergé à 300% dans l'aventure, quoi. Clairement, c'était de surtout pas trop rencontrer des Français, enfin être vraiment dans son truc pour aussi bosser son anglais. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, donc en fait, j'étais à peu près, bah tu vois Brisbane, bah, c'est plus à l'intérieur des terres, j'étais au milieu de nulle part en fait. C'était un coin qui ressemblait au Bayou. Euh, donc voilà, j'étais au milieu de nulle part avec un bébé. En fait, on avait déménagé en urgence parce que justement, il y avait le coronavirus qui commençait à arriver. Alors là en France, c'était complètement la panique. Nous, en Australie, les Australiens, je t'expliquerai la mentalité australienne, mais elle est très très atypique, tu vois. Ils étaient en mode, on s'en fout, tu vois. Et d'un seul coup, en un week-end, on a eu des centaines de cas et c'était un peu la panique. Il y a eu le déménagement donc, de Sydney jusqu'à ce coin perdu. Et grosso modo, en fait, mon road trip, il a fait ça, quoi. Il a fait ça, ça, ça. Attends, il est descendu et après on est remonté. Mais en plus, l'Australie, c'est grand, alors je te dis pas. Enfin, c'était comme ça, les circonstances qui ont fait ça. Bon, alors c'était encore folklore, tu vois. Il faut imaginer un camion avec tous les meubles parce que justement la famille avait anticipé son déménagement avec le coronavirus pour aller à la campagne. Et puis donc il y avait le père, la mère, le père c'était moi, le bébé, le chien, le chat, et puis bah voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu au milieu de nulle part, et que un beau jour, j'ai reçu un appel de Josh, donc le mec de la famille de Nouvelle-Zélande. Il me dit Charles, prends le premier avion qui est pour venir à Auckland. Notre première ministre elle est en train de fermer là sur un coup de tête toutes les frontières. Donc bah forcément moi j'ai pas pu me diriger. Du coup bah normalement je devais retrouver une amie de Lille en Nouvelle-Zélande et bah j'ai pas pu. Donc j'ai dit à cette amie bah va dans ma famille parce qu'en fait ça devenait compliqué. On était en fait si tu veux quand t'es backpacker t'as entre je sais pas 18 et 30 ans et tu occupes tous les postes qui sont un peu dans le type bah, service à la personne, restauration, hôtel, etc. Donc du coup, bah, avec le coronavirus, tout fermé, y compris les trucs, y compris tous les restaurants. Donc on se retrouvait tous à la rue. Donc c'était un peu compliqué. Et bah moi ce qu'il fallait faire en fait c'était me rendre à Sydney. Parce qu'en plus de ça, j'aurais pu aller retourner sur la Gold Coast pour aller à l'aéroport, mais pareil, les frontières entre les États commencent à fermer aussi. Donc, ouais, ça a encore été folklore. Hein. On attendait un peu on était tous des Français, on était je sais plus combien de milliers de Français coincés à l'étranger. La France, bon, elle ne nous connaissait pas, donc elle était focalisée sur leurs problèmes, on va dire, c'est normal. Et nous, franchement, on se retrouvait tous à la rue, donc on a essayé de centraliser les choses. Je sais qu'on faisait des groupes avec les différentes personnes, les différents Français pour essayer de centraliser un peu l'information au niveau de ce qu'ils disaient au niveau de la députée en fait. Et la députée, alors je sais plus comment elle s'appelait Anne quelque chose, mais voilà, elle essayait de nous dire le rapatriement arrive, les avions vont arriver, sauf qu'il n'y a rien qui est arrivé, tu vois. Donc ouais, on essayait de garder notre calme, tu vois, mais en vrai on les avait là. Et puis t'avais certains, voilà, forcément l'esprit français fait que bon, les gens commençaient à se faire des joutes verbales. Donc en mode vous quittez le navire à la moindre difficulté. Bon, sauf que voilà, moi par exemple, en France on nous disait les professionnels de santé revenez. Les Australiens nous disaient les backpackers partez, parce qu'en gros on nous accusait de propager l'épidémie dans le pays, bon, ce qui était faux hein, parce que c'était pas dû à nous, mais bah du coup ouais il n'y avait pas d'avion pour repartir, donc ouais c'était encore folklore, je me suis débrouillé pour retraverser tout le New South Wales,
Et puis quand je suis arrivé à l'aéroport de Sydney, je me suis fait virer 2 fois de 2 salles d'embarquement sur un quiproquo, hein. Ouais, donc j'ai passé 37 heures, j'avais pas mangé, j'avais pas dormi depuis un sacré bout de temps, donc j'en avais marre. Le prix des billets avait flambé, hein, genre je sais pas, un aller-retour ça te coûtait peut-être 800 à la base, si tu négocies et tout. Rien que pour le retour, c'était passé à peut-être, je sais pas, 1400, 1600, je sais plus exactement, mais je sais que ça m'a coûté une burne pour le retour, quoi. Sachant que voilà, tout le peu d'argent que j'avais pu gagner, il est reparti dans les billets d'avion, et il y a encore des autres trajets d'avion que j'attends encore de me faire rembourser. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu en France plus tôt que prévu de ce fait-là. Et puis pendant les mois qui sont venus, en fait c'est là que m'est venue l'idée de la chaîne. J'avais déjà pensé avant, mais je me suis dit bon là on va concrètement se jeter dans le bain dès maintenant. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai réactivé le mode PACES et voilà, pour vraiment me donner tous les moyens de réussir, je me suis formé dans un maximum de domaines qui touchent à l'entrepreneuriat, à l'investissement, etc. hein. Donc voilà, bon c'était encore cool, ça m'a changé. Donc j'ai pas si mal vécu que ça le confinement, j'étais occupé on va dire. Et puis après, du coup comment m'est venue la chaîne du ch'ti étudiant, pardon. Ouais, c'est ce soir. Du coup, écoute, c'est parce que nous on avait un ancêtre, il s'appelait François, du côté de Neuville-Saint-Va. Et son kiff, tu vois, le kiff de sa vie, alors ça remonte à il y a plus d'un siècle, hein, mais c'était de construire les premiers bâtiments en béton armé. Et c'est en allant chez un grand-oncle que j'ai vu dans les documents de famille un peu des articles qui étaient assez intéressants. Et puis je me suis dit, après tout, plutôt que toujours être sur tous les fronts et se fatiguer finalement, autant centraliser tous tes efforts sur un bon projet final, quelque chose qui soit beaucoup plus lourd et où tu pourras mélanger toutes tes passions. Et c'est là que justement l'idée de la chaîne m'est venue. Donc voilà, hein. Après il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je réfléchis. Ouais, là du coup ça fait que je me retrouve en 4A là, actuellement. Ça n'a jamais été une période aussi ennuyante. En plus c'est la 4A, c'est la pire année de la pharma, donc tout ce qu'on n'a pas réussi à te faire manger les autres années on te le donne là. Donc là je te dis c'est les cours de cancéro, l'infection et tout. C'est pas ce qu'il y a de plus jovial. Et puis ouais, non, voilà. Il y a certaines années qui me manquent, tu vois. C'était vraiment les années, la 2A, la 3A, c'était un peu les années folles, tu vois. C'était entre deux guerres. T'avais la première guerre, c'était la PACES. Là, c'était vraiment la merde. Après, là maintenant, en ce moment, c'est les années un peu guerre contre Covid. Et là, quels sont les objectifs? Donc, petit 1, valider la 4A de ses morts. C'est pas gagné parce que c'est une année, c'est la pire en fait en pharma. Parce que t'as toute la théorie que t'as pas pu avoir les autres années, on te la met là. Donc on attend juste une chose, c'est après la pluie viendra le beau temps, et puis les stages. on prie. Et puis après, quoi d'autre? Oui, deuxième mesure, faire avancer la chaîne évidemment. Et puis troisième mesure, trouver un stage pour cet été. Au niveau des projets à venir, je peux juste te dire qu'à partir du mois d'octobre, je serai à Amsterdam en pneumo. Donc c'est un projet qui est assez intéressant. C'est des recherches universitaires sur l'asthme chez l'enfant. Et voilà, écoute, c'est déjà à peu près tout. Je pense que ce qui m'aide pas mal, c'est le fait d'avoir essayé d'adopter au maximum le mindset australien. Et vraiment relativiser, mais un max, tu vois. Genre tout le monde peut être en panique à côté autour de moi j'en ai rien à cirer en fait. Je me dis juste no, it's okay. Crazy times, comme ils disent, tu vois. Donc voilà. Je veux pas non plus m'éterniser trop. Pourquoi je te fais cette vidéo? C'est justement si jamais tu te sens perdu dans ta vie à un moment donné au niveau de l'orientation. Évidemment, moi j'ai reçu de l'aide d'autres personnes et c'est aussi, je considère que c'est mon rôle aussi de pouvoir t'aider en te donnant quelques points clés de mon parcours. Et si tu veux me contacter pour avoir d'autres questions, d'autres réponses, tu tapes Charles Delannoy dans LinkedIn, je vais m'afficher normalement. Et puis voilà, écoute,
Si tu as des questions dans les commentaires, tu peux aussi les mettre. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!